Césarret, je fais partie du conseil d'administration de Romolib, je suis trésorier. Je voudrais tout d'abord excuser notre président Stéphane Chapelain. Vous souhaitez à tous la bienvenue pour cette assemblée générale de Romolib qui se tient enfin. Vous remercier aussi pour votre compréhension par rapport aux conditions sanitaires dans lesquelles se passe cette assemblée générale, puisqu'on est ici un petit comité, on a aussi un certain nombre de personnes qui suivent l'assemblée générale en direct sur Zoom, et l'assemblée générale sera également visionnable après coup sur le site de l'association. Je vais vous présenter le rapport moral de notre association. Mais pour commencer, je vous propose de manière extrêmement succincte que chacun se présente pour qu'on sache juste qui est là aujourd'hui. Je veux bien commencer. Bonjour à tous, je suis Élodie Bontel, chargée de mission mobilité au sein de Romolib depuis le mois de mars 2020. Bernard Collignon, je représente l'association Rail Dauphiné Savoie Léman, l'association usagers des transports en région Rhône. Alors moi je m'appelle Josiane Bonneau, j'habite Livron et je représente l'association UNAPA, Union nationale des retraités et personnes âgées. Stéphane Pignal, du collectif Vélo d'Iwa et du collectif SAIN qui s'appelle Garni Adi. Bonjour, Jean-Pierre Brun. Bonjour, je suis Michel, Bonjour, je m'appelle Françoise Tesson, je suis agente de déplacement à la mairie de Vicq. Et voilà, et Isabelle Bizor qui a voulu être là, il demande de l'excuser. bonjour, Agnès Gallon, je suis déléguée à mobilité au sein de la CCD. Lucette Rickens, administrative pour mobilité. Andrew Plante, chargée de mission mobilité chez Romolib. Jean-Noël Breuil, je représente la commission conditions écologiques de la mairie de Oust-sur-Sion. Mais je ne suis pas élu. Hervé Jardin, président du CEDEF et administrateur de Romolib. Stéphanie Panaillé, étudiante, et veut connaître les sorties. Voilà. Laurent Flippo, donc moi je suis sociologue et je travaille sur un projet de recherche avec des ministres que je présenterai tout à l'heure. Et tu es administrateur. Et je suis administrateur. Jean-Jacques Magnan, directeur général du Solstice, fervent supporter de l'écomobilité et administrateur de Romolib. Bodo, correspondante de presse pour le Dauphiné Libéré. Voilà, et Morgane Régnier pour la coordination de la structure de Romolib. Et pardon. Ah oui, bah oui, bien sûr, on refait le tour, merci. Geneviève Morenas, je suis vice-présidente de la communauté de communes de Bordeaux, en charge de l'effet climat et l'habitat, et très impliquée sur l'auto-stop partagé réseau pouce depuis un bon moment. Voilà, et à tout moment, vous pouvez aller vous servir du café, du jus, du thé, un petit biscuit, et revenir à votre place. Voilà. Alors, la flèche. Tac. Alors, comme on est en partage d'écran, il faut que tu reviennes peut-être sur... oui. ça. Eh bien, s'il vous plaît, on voudrait C'est drôle, ça. passer à la diapo. Ok, super. Ok. Voilà, donc notre assemblée générale qui se clôturera à 16h, puisqu'on enchaîne sur une autre assemblée générale. Vous savez que normalement, aurait dû avoir lieu au monastère de Sainte-Croix. Donc, on y terminera à 16h. On prendra le rapport moral que je vous présenter, les perspectives d'évolution de la gouvernance qu'Hervé vous présentera, le rapport d'activité 2019 présenté par Morgane, les perspectives de développement suite au projet TIGA, c'est Élodie qui prendra la parole. Je reprendrai la parole sur le rapport financier et nous procéderons à l'élection des nouveaux administrateurs pour terminer. Rapport moral. L'année 2019 a été une année très riche pour Romolib. Très riche en termes d'activité et très riche en termes de changements profonds également, et de
se sont organisés principalement en 4 axes. Un axe concernant l'animation, un axe concernant l'accompagnement, la formation et enfin la mise en place de services. Concernant l'animation en 2019, on a dénombré plus d'une trentaine d'interventions, des animations, des ateliers de sensibilisation, l'organisation de rencontres auprès de toutes sortes de publics. Également, la création d'outils pédagogiques visant à faciliter la transmission d'informations, notamment la création d'un très intéressant électro-quiz. Je ne sais pas s'il est là, l'électro-quiz. Il est à l'entrée. Voilà. Il y a un outil interactif très intéressant pour faire passer des messages sur la mobilité, mais également des fiches mobilité par territoire et des jeux de cartes. Concernant le volet accompagnement, en 2019, Dromolib a lancé 2 diagnostics de déplacement permettant de travailler sur les besoins de déplacement des salariés. Et je précise qu'en 2020, cette activité se poursuit et se développe, puisque des plans sont lancés dans le sud de la Drôme, à Malacaverne, et également, il nous permet d'accompagner des collectivités qui sont sous convention avec Dromolib par ailleurs, la communauté de communes de Royan-Vercors, la communauté de communes du Tiwa, et avec de nouvelles perspectives dans le cadre de la convention TIGA avec les communautés de communes du Val de Drôme et la communauté de communes du Crétois Pays de Salon. Sur le volet formation, c'est principalement une activité de formation en éco-conduite qui a été déployée, où la valorité de Dromolib est reconnue. Ce sont des formations qui suscitent l'enthousiasme unanime des stagiaires à partir d'une diversité d'outils pédagogiques qui permettent aux participants de s'approprier des nouvelles choses. Et enfin, le dernier volet, donc le volet service, c'est la mise à disposition de vélos à assistance électrique, VAE, comme outil, alors déjà comme outil pour se déplacer, mais aussi comme on aime bien les appeler des outils d'aide à la décision, puisque cette mise à disposition peut être une aide ensuite à ce que la personne se dise tiens, mais oui, ça m'intéresse, je ne franchis pas, et je vais m'acheter mon vélo à assistance électrique. Sachant qu'en 2020, Dromolib est devenu relais de l'interco de la 3CPS pour la location de 5 vélos supplémentaires. L'année 2019, elle a aussi été une année riche en développement qui nous secouent, qui nous font avancer et qui nous ouvrent des perspectives très intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a eu la chance en 2019, pendant 6 mois, d'être accompagné par un consultant pour faire une étude stratégique pour se projeter sur où veut aller Dromolib, avec quelle proposition de valeur et avec quel calendrier. C'est ce qu'on appelle un DLA, diagnostic local d'accompagnement, qu'on a pu mettre en œuvre et qui a été très riche, et dont une des conséquences a été de définir la stratégie de Dromolib et son modèle économique, avec notamment un point très important qui est l'indépendance financière de Dromolib pour être moins tributaire des fonds européens, notamment. Je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du bilan financier. La rédaction du projet d'association, vous avez tous reçu, je pense, la plaquette de présentation de Dromolib. Elle est l'un des fruits de ce travail et elle nous est très précieuse parce qu'elle permet d'expliquer, de rencontrer, de susciter de l'intérêt pour notre association. Et enfin, un plan d'action sur 3 ans. Le plan d'action, il est affiché à l'entrée, c'est ça? Le plan d'action sur 3 ans? Ouais, ok, donc vous pourrez le voir en sortant. Deuxième événement important de cette année, alors là, il a été dans un premier temps source de complexité à gérer, c'est qu'il y a eu du turnover. Je reviendrai aussi dans le bilan tout à l'heure. Il y a une diapo qui a été faite par l'équipe, super. Vous verrez, en 1 minute, vous comprendrez la situation à laquelle on a été confronté. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Donc, l'équipe a pris les choses en main pour stabiliser, pour répartir les missions et pour disons, faire de ces événements une source de motivation et de fait pour aller plus loin. Donc, bravo l'équipe. Et troisième chose, pardon, je viens de profiter, c'est le moment, pour remercier l'équipe de manière formelle pour son travail réalisé en 2019, certes, puisque nous sommes en année 2019, mais aussi à l'heure actuelle. Donc, je vais les reciter, se sont présentés les toutes mêmes. Donc, Morgane est venue.
Marie Bretel. Oui, qu'on exclut effectivement quand on a une envie de participants Voilà. en présentiel et non sur vidéo. Ambre Plante, qui est là, et donc Elodie Modèle. Et là, je les ai cités par ordre d'arrivée, je crois, dans l'association. Voilà. Dernier point qui, si j'étais anglo-saxon, serait un game changer. Et comme je ne suis pas anglo-saxon, je suis un changeur de jeu. Là, ça marche pas du tout. Mais disons que c'est pour nous il y aura, enfin, c'est pour nous une source d'enthousiasme et une source de moyens financiers et une source de reconnaissance. C'est que, comme vous le savez, la Biovallée a été lauréate du programme TIGA. Hein, c'est assez remarquable parce qu'il y a 20 territoires en France qui ont été. Merci à l'association Biovallée d'avoir fait tout le travail. Merci aux communautés également. Mais résultat du course, Dromolib est dans la course. Et Dromolib est dans la course pour 3 projets. Pour un projet d'expérimentation autour de l'autopartage, pour un projet de vélo-partage et pour un projet de renforcement des missions de l'agence mobilité ouverte au grand public. Très concrètement, il s'est passé quelque chose de très agréable pour moi il y a 15 jours ici, que nous avons signé avec Biovallée la première convention. Chaque projet que je cite là fera l'objet d'une convention. Et donc, on a signé avec Biovallée une convention. Et le gars, il m'a donné un chèque de 40 000 €. Donc, je donnais à. J'ai donné au groupe. Voilà. Et donc, on a concrètement eu une avance de 30% qui était un ballon d'oxygène. C'est évident, tout le monde n'est pas un payeur aussi actif. On est assez enthousiaste. Et voilà, j'en ai terminé pour la rapport morale. Donc, merci à tous. Et André, je te donne la parole pour nous présenter le travail de réflexion sur l'évolution de la gouvernance au sein de notre association. Merci Nicolas. Bon, moi, je. Juste une question. Oui. Nous devons recevoir ces documents que vous avez construits. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on n'a pas besoin de répondre. Faut écouter. Donc, moi, je vais être un peu plus court que ce qui a été annoncé. Je ne vais pas passer 30 minutes, ce qui fait qu'on aura le temps d'échanger, parce que c'est un peu le but aussi des assemblées, et surtout le but. Donc, moi, je vais revenir sur des choses que Nicolas a évoquées. Donc, je qualifierais cette année 2019 d'année du changement. Et donc, le DLA réalisé a vraiment conforté Dromolib dans la poursuite de ses actions et lui permet d'envisager son futur. 2020 restera évidemment une année particulière pour l'ensemble des citoyens. La Covid-19 nous démontre que seul le travail en équipe nous permet de faire face à de tels défis. Plus que jamais, les élus de proximité, communes, EPCI, sont impliqués dans le développement et la mise en œuvre des politiques de transition. Ils sont les mieux à même de proposer des pistes de travail, car ils sont ceux qui connaissent le mieux leur territoire. Aujourd'hui, les élus accompagnés d'acteurs tels que notre association ont la capacité de se projeter dans l'avenir. La mobilité est une donnée majeure du développement de nos territoires. Nous pensons évidemment au lien avec l'économie, la réduction des gaz à effet de serre, le lien social prégnant dans nos territoires ruraux. Les nouvelles mobilités apporteront un renouvellement de nos modes de vie, débouchant sur un nouveau vivre ensemble et notre histoire commune. Dans le cadre des PCAET, plan climat, air, énergie territoriaux, les collectivités trouveront plusieurs bénéfices. L'allègement des dépenses d'énergie, les nouvelles ressources par l'optimisation des énergies renouvelables, la reconnaissance de l'exemplarité de leurs données. Les habitants en tireront des avantages. Réduction de charges d'énergie, amélioration de la santé et de la qualité de vie. Enfin, le territoire dans son ensemble ira vers des dynamiques d'économie locale et d'emplois non délocalisables, vers moins de vulnérabilité au changement climatique, vers plus d'attractivité pour les citoyens et les acteurs économiques. Aujourd'hui, le conseil d'administration est composé en 3 catégories. Les membres actifs, les membres bénéficiaires et les membres de soutien. La décision commune au sein de la gouvernance de Dromolib est de modifier les statuts afin de créer 3 collèges. Un premier collège qui concernera les collectivités locales, le PCI, conseil départemental, région. Un deuxième collège partenaire technique, professionnels, associations, syndicats d'énergie. Et un troisième collège personnes physiques. En effet, les compétences des collectivités
l'activité locale étant grandissante sur les thématiques de l'énergie, du climat et de la mobilité, il est apparu impératif de permettre à celle-ci d'intégrer le CA de Grosmolib, afin d'avancer conjointement sur ces enjeux majeurs. Les enjeux de transition sont transversaux et ensemble, élus, citoyens et acteurs, nous devons œuvrer à bâtir de nouveaux modèles. Grosmolib est un lieu où des projets innovants doivent être pensés et développés conjointement avec nous. Voilà, j'en ai fini. Et comme je vous l'avais dit, je fais assez court, comme ça, on aura l'occasion d'échanger sur ce changement majeur de gouvernance de l'association. Quand tu dis on aura l'occasion, c'est maintenant? Maintenant, puisqu'on avait prévu 30 minutes. Très bien. Voilà. Donc, on est l'ensemble du conseil d'administration. C'est que les administrateurs ont du coup un suivi de propositions de modification des statuts dont vous avez un exemplaire dans votre copie, normalement, enfin, dans la paquette. Et avec la proposition d'organiser une AG extraordinaire le jeudi 5 novembre de 13h à 14h en visioconférence, puisqu'effectivement les statuts actuels imposent un délai d'un mois pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Si vous avez des questions sur le changement de gouvernance. Pour l'instant, c'est une association République sans nom. Oui. Et l'évolution, ça serait toujours une association République sans nom ou est-ce que c'est une évolution comment vous voyez l'évolution? Alors, les statuts restent une association à principe de responsif, c'est les statuts qui avaient participé à la rédaction des premiers statuts, donc ça ne change pas. C'est toujours l'esprit. Après, entre l'esprit et là où on est dans le terrain, il y a vraiment que ça prend du temps. Et peut-être qu'il faut y arriver, déjà travailler ensemble avec les collectivités dans des collèges nous permet de faire un pas. Vers pourquoi pas le site, et on verra bien si le territoire Oui, je pense que le plus important, c'est déjà d'intégrer les collectivités au sein de notre CA, pour discuter, mieux se connaître, etc. Et puis après, on verra les modalités d'évolution. Je pense que c'est dans cet ordre. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de collège séparé. On a 3 collèges, comme je l'ai dit. Non, en fait, on a 3 collèges. On a membres actifs, membres bénéficiaires et membres de soutien. Mais on n'a pas de collectivité. Alors, les collectivités peuvent adhérer, mais elles n'ont pas de place. C'est vrai qu'ils ont fait après sur un règlement intérieur avec la nouvelle équipe d'administrateurs ou en tout cas sur un règlement intérieur qui dit comment ça travaille ensemble. Officiellement, je pense que c'est important que les élus ou les représentants des collectivités puissent avoir un espace. Aujourd'hui, dans le cadre des PCAET, c'est vraiment les collectivités qui sont au cœur de l'action. On leur demande vraiment de prendre leur territoire en bras-le-corps et d'agir. Donc, c'est vraiment important pour nous, en tant qu'acteurs locaux, de venir vers vous et dire venez dans notre conseil d'administration, on va échanger et de là, on va bâtir le futur, quoi. Les projets. Oui, moi, je pensais, et je pensais que c'était normal aussi, que les collectivités étaient membres de l'État. Non, c'est pas une obligation. Ça dépend comment. Oui, mais voilà, moi, je pensais ça. Mais c'est vrai que dans les réflexions qu'on a eues 2019 et 2020, ça apparaît clairement que c'est une évolution naturelle pour Grosmolib. Et là, au quotidien, moi, je ressens vraiment les limites. En fait, on travaille un peu tout à côté, mais il n'y a pas d'espace. Ça nous rajoute un espace en fait, pour croiser les informations. Et c'est beaucoup plus naturel de penser en amont pour ne pas se retrouver dans des situations à faire plusieurs fois la même chose, ou à ne pas savoir qui doit faire quoi. Bon, il faut dire aussi que le financement Kigal nous amène à travailler davantage avec les collectivités. Donc, de fait, s'il y avait d'autres questions, en fait, le débat reste ouvert. Oui, moi j'ai une question. C'est l'Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre prévue, c'est l'Assemblée générale pour fixer les principes, l'acceptation des principes de cette proposition. C'est pour modifier les statuts et ça permettra de faire rentrer les collectivités. Et ensuite, faire
Donc, du coup, vas-y, Jean-Pierre. Aujourd'hui, combien de collectivités sont en Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas du tout. Non. Ok. En fait, il n'y a pas possible de les ranger dans les collèges. Ah, si, on pourrait bénéficiaire, mais ça ne s'est pas présenté. Je pense qu'effectivement, Alors, pour faire le c'est drôle qu'on dise ça parce que moi, quand je me suis inscrite là tout à l'heure, je me suis inscrite à Technique. Et oui, Perso, le CDD, c'est ça qui a besoin mais j'ai rien vu pour la collectivité en fait. Donc j'ai mis le CDD, mais en même temps, je me disais, je rentre, c'est moi, ou alors c'est moi qui représente le CDD, mais de quel droit? Je ne suis pas porte-parole. Voilà. Ben ouais, tu touches exactement Tous les droits, exactement ça. Je me suis dit, bah non, finalement, c'est chez moi toute seule. Là, Tu t'es invité, tu n'étais pas invité. non, c'est pas ça. Tu n'étais pas inscrit. Non, mais les enfants là, qui prennent mon adhésion. Ouais. C'est ça, je prends mon adhésion chaque mois. Il n'y en a pas pour la collectivité. Et ouais. Donc, c'est une C'est un peu solution. c'est moi qui vais faire évoluer. Oui, Jean-Pierre. Une entreprise qui n'a pas de qualification pour éviter qu'en tant que maire technique, vous allez changer dans quel Bah, le collège d'experts. Attends, en fait, c'est un seul collège. Une entreprise. Donc une personne morale, Oui. simplement. Donc physique n'est pas, D'accord. pas considéré comme un partenaire technique. Hein, Oui, physique n'aurait pas la place finalement. Il rentre en personne physique. C'est une personne morale, c'est pas une personne. Non, mais en fait, on est une personne physique, mais ça va un peu au-delà de la définition. Voilà. Ça prend pour laisser les personnes morales. C'est mon cas en solstice. Moi, je suis là en tant que personne, mais en réalité, voilà, j'ai tout un tas d'actions qu'on met en place entre solstice et Dromolib. C'est moi qui pilote ça. Et effectivement, j'y suis à mon nom perso, et j'y pas de mandat officiel. Alors, ça pourrait être intéressant. Pourquoi la restreindre dans une société comme personne physique? C'est pas une question à la charge, donc ça. On profite, hein, il y a des extérieurs, en disant qu'on va arriver à trouver une dénomination. En fait, vous avez le projet de statut, c'est marqué collège 3, réunit les personnes physiques et autres concernées par l'activité de l'association. Voilà, c'est là qu'on peut faire rentrer. Oui, d'éclaircir. C'est entièrement ouvert. Si telle est la volonté, bien entendu. Oui. C'est vrai qu'en fait, tous les utilisateurs, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un petit truc qui ne rentre pas dans quelle que les. soit personne physique ou morale. D'ailleurs, on n'a pas forcément l'utilisation de l'usager, comme il y avait un peu. Il y a un certain nombre de capteurs de territoire qui sont captés les pieds qui sont captés. Alors, à un moment donné, tout le monde va être usagé, bien entendu, on peut le poser. En fait, dans chaque collège, Pour appuyer ce que tu dis, Jean-Pierre, moi je suis assez sensible à ça et notamment, je trouve qu'on pourrait trouver une autre formule que les autres qui valorise davantage, notamment les personnes morales. On pourrait dire entreprise, association, etc. Mais parce que c'est pas rien. Le jour où on a une entreprise qui là aujourd'hui, Jean-Jacques, tu es là, mais si on a demain Solstice qui est membre voilà, ça donne aussi une légitimité et ouvrons large la porte, quoi. Donc merci pour cette suggestion. C'était déjà une progression, autant être ambitieux et lancer le prix d'après, on formalisant bien. C'est ça qu'on. C'est un témoignage intéressant, c'est-à-dire que c'est pas trouvé, Oui, forcément se demander c'est ça, si exactement. on voit le mot, c'est Ouais. plus incitatif. Donc, du coup, concrètement, je crois que c'est une vacance qui est en milieu, donc je crois que le 12 octobre, j'enverrai un sondage auprès de tous les adhérents actifs de Dromolib pour qu'ils puissent valider ou non en fait, les modifications proposées. Et le vote sera possible jusqu'au 5 novembre 14h. L'idée, c'est que de 13h à 14h, il puisse y avoir des échanges, réponses à des questions, même si évidemment,
évidemment, il est possible de poser des questions à tout moment. Voilà, je vous propose. Je voudrais juste une question technique parce que je viens d'apercevoir en regardant cet écran qu'il y avait une personne qui était en attente. Donc, je l'ai connectée. Mais est-ce qu'au fur et à mesure, ce serait bien qu'on regarde ça et voilà, parce que, voilà. Donc, Maya nous a rejoint. Bienvenue, Maya. Et est-ce que les personnes qui sont sur Zoom peuvent poser des questions le cas échéant? Et comment? Tu veux t'installer là et gérer ça? J'en sais rien, mais ce serait bien de bien avoir un œil là-dessus pour pas qu'on loupe des gens. Alors, je vous propose du coup de... Oui, pardon, excuse-moi. Rapidement, simplement que ce sont des équilibres. Oui. Dans la réponse, là, vous connaissez un nombre de membres maximum. Oui. Si on doit retenir, en fait, le nombre de membres est le même pour chaque collège. Oui, oui, c'est ça. C'est 10. 3 fois 10, page 3, en haut, à gauche. Alors, en fait, je vois dans chaque collège 10 membres maximum. Oui. Mais où est-ce qu'il est écrit le nombre est le même pour chaque collège? C'est ça ma question. Ce sont l'équilibre de représentation de collège. Eh bien, ça peut effectivement. Ça, c'est piégeux parce que ça veut dire que si à un moment il y a un collège où il n'y a que 2 personnes, c'est là qu'on n'aura que 2 élus de chaque sexe, on sera obligé d'administrer un place. On va faire un peu juste. Oui, ça peut être compliqué, mais bon. En tout cas, il y a un sujet effectivement qui est ça parce qu'il n'y a pas un collège qui peut voter. En fait, c'est un peu Je pense à différentes associations. Le nombre de sièges est le même pour chaque collège. Ok. On cherche justement à assurer l'équilibre dans la représentation. Eh bien, c'est un sujet qui pour retraiter avant la Moi, j'ai une première réaction que tu dis, Jean-Pierre. Parce qu'effectivement, on ne veut pas qu'il y ait un collège qui, entre guillemets, fait le pouvoir ou qui soit trop prépondérant par rapport aux décisions des autres, etc. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, comme on vous l'a dit, pour l'instant, les collèges des collectivités n'existent pas. Les collectivités ne sont pas parties. Donc, on anticipe que ce sera progressif. On ne va pas forcément tout de suite avoir un nombre de collectivités comparable au nombre de gens qui, assez naturellement, vont aller dans les autres collèges. Ma crainte, si dès le départ, on impose cette contrainte, c'est qu'on dise ah ben des collectivités, on en a 3, donc désolé, mais les autres collèges, il va falloir vous regarder. Ah bon, ben, Par exemple, le collège assistant était créé. Pendant 5 ans, il n'y avait que 2 assistants, c'est-à-dire que tous les sièges étaient partis et était justement un objectif. Donc on donne, en tout cas l'idée, c'est qu'on donne le nombre maximum, effectivement, l'idée c'est de rentrer. On ne donne pas, on va dire, minimum, mais tout dans l'objectif. Ça n'empêche pas de délibérer, en fait. Sauf que, effectivement, si on donne un idée, ça permet déjà de viser un objectif bon équilibre. Mais en tout cas, c'est vraiment pertinent et autant anticiper pour ne pas se retrouver à devoir vraiment modifier dans 2 ans et anticiper le maximum de situations possibles. Je l'ai noté et on traitera. Je vous propose de passer donc, au rapport d'activité, si j'arrive à changer ma diapo. Donc une toute petite intro pour reprendre le schéma que j'avais déjà mis en fond d'écran quand Nicolas est intervenu. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette assemblée générale, vous soyez tous capables de dire les activités de Dromolib. Voilà, il y en a 4, c'est très simple. Je vous interroge à la sortie et que vous ayez tous en tête un exemple d'une des actions qu'on mène. Parce que je le dis encore, c'est pas vrai. Donc voilà, du coup, je vous ai mis effectivement, c'est une blague, je vous ai mis les 4 activités de Dromolib qui sont l'animation, l'accompagnement, la formation et la gestion de service, qui sont effectivement, c'est pas nouveau, c'est comme ça déjà depuis le début, mais c'est vrai que le travail qu'on a fait
avec le consultant, nous a vraiment aidé à réaffirmer ces axes et à faire rentrer tous les programmes qu'on se fait financer à l'intérieur de ces axes. C'est-à-dire que précédemment, on pensait notre financeur, par exemple FEDER, et puis on déclinait en fonction du programme qu'on avait et en déconnectant de nos cœurs de métier. Je vous ai mis en bleu la part hors FEDER. En fait, aujourd'hui, on est principalement financé par un fonds européen. C'est tout ce qui est en orange. Et puis, on a effectivement deux touches bleues, c'est le temps qui nous reste, c'est-à-dire 15% de notre temps pour développer d'autres actions, mener d'autres actions qui ne sont pas financées par un programme européen. Et j'ai mis effectivement aussi un axe sur la stratégie, sur lequel Hervé est intervenu tout à l'heure et qui a présenté aussi un temps non négligeable dans ce qu'on pourrait appeler plutôt les activités de développement et de gestion de la structure. Donc, on va décliner donc, chacun de ces axes. Et pour l'axe animation, je vais proposer à Bernard Collinet d'intervenir pour illustrer parmi la trentaine minimum en fait, d'actions qu'on a réalisées en 2019, mettre un peu un focus, donc tu peux rester à ta place si tu préfères, ou venir. Sur les travaux qu'on a menés en 2019 sur la filière auto, en lien avec la construction d'une proposition de navette ferroviaire avancée. Voilà. Bon. Je vais être assez bref pour présenter en fait ce projet de navette ferroviaire que nous avons mis en place l'année dernière, en début de l'année 2019 avec Promolibre. Je répète, je fais partie d'une association d'usagers qui s'appelle l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman. Nous sommes affiliés à la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers de transport. Et nous avons un secteur d'intervention qui va en gros des rives du Léman jusqu'au département de la Drôme. Donc on a constaté, je représente effectivement la partie sud de la Drôme, des Hautes-Alpes, et en même temps avec d'autres associations de l'Étoile de Veynes. Et on a donc constaté que nous avons ici une voie ferrée sur le territoire qui suit la vallée de la Drôme, où des services circulent d'une façon assez faible, hein, puisqu'il n'y a que 4 allers-retours par jour entre Romans, Gap et Briançon. Sachant d'autre part que c'est une particularité de cette ligne ferroviaire, qu'elle est exploitée hors de la région sud-patronne. C'est à l'origine en fait, d'une convention qui avait été passée au début des années 2000 entre l'État et les régions, en précisant donc que cette voie ferrée est exploitée donc, par les régions PACA. Donc, la faiblesse, ces 4 allers-retours, en fait, sont exploités par la région PACA. Pour cette région, le principal objectif, c'est d'assurer principalement des correspondances avec le TGV. Or, disons, les services qui ne correspondent pas, peut-être, certainement, ont besoin en fait, des usagers de la vallée. En contrepartie, il y avait le département qui exploitait en fait, des services d'autocar entre Valence et Die, à raison de 12 allers-retours par jour. Voilà. Sachant que depuis la loi de NOTRe, l'année dernière, les services d'autocar ont été intégrés à la région. C'est la région qui gère directement ces services d'autocar. Il y a 4 départements dans la région de Rhône-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, la Savoie et le Haute-Savoie, donc qui ont été pour l'instant intégrés à la région. Nous avons donc constaté, donc, en travaillant avec Promolibre, qu'il y avait cette insuffisance en fait, de services ferroviaires, avec une voie ferrée qui était déjà rénovée en partie jusqu'à Die, qui va l'être l'année prochaine pendant 9 mois pour la partie haute de la ligne, que les services ferroviaires seront donc supprimés, remplacés par des autocars, et qu'il était tout à fait paradoxal que finalement une voie ferrée rénovée qui sera dans le temps, qui est parallèle à une route départementale où il y a un flot de circulation de plus en plus important, a été constaté en fait par des études qui ont été faites par le
principalement entre Valence, Cré et Die, qu'il était tout à fait inconcevable que cette voie ferrée soit foncièrement sous-utilisée. Donc, nous avons établi un projet que nous avons soumis en fait au Conseil régional l'année dernière, en précisant que c'est quand même bien que le Conseil régional puisse mettre en œuvre des services locaux entre Valence et Die dans un premier temps, voilà, qui correspondent en fait aux besoins des usagers de la vallée. Voilà. Surtout avec des services le matin et le soir. Ça a été, on a tenu compte en partie puisque déjà avec la région PACA, les deux années du matin correspondent à peu près aux besoins des usagers, avec deux autres du soir aussi. Mais ça ne remplit pas entièrement, ça ne donne pas entièrement satisfaction. Donc, nous avions proposé une trame horaire de 2 allers-retours supplémentaires, voilà, au moyen donc d'un matériel ferroviaire appartenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un matériel, c'est un automoteur de 80 places, là. C'est le genre de matériel qui circule actuellement entre Grenoble et Gap, qui peut être couplable, voilà, et qui correspondrait très bien aux besoins en fait, de la vallée. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, on peut espérer que cette proposition que nous allons donc étayer un peu plus, parce que sachant qu'il y aura un renouvellement de la délégation de service public pour les autocars régionaux qui sera mis en œuvre au 1er septembre 2021. Voilà. Et en fonction, en fait, disons, du renouvellement du Conseil régional en mars prochain, nous allons reprendre, en fait, ce projet de navette ferroviaire, nous allons le détailler un peu plus, pour le soumettre, disons, aux futurs candidats au Conseil régional, avec dans le but, en fait, qu'on ait un service cadencé, mettons à l'heure. Et pour terminer, nous nous basons en fait sur un projet qui avait été mis en place en Italie, en Tyrol italien. Voilà, il s'agissait d'une ligne qui avait été abandonnée par les chemins de fer de l'État italien, entre Merano et Madas, dans le Tyrol. C'est une ligne de 60 km qui a la même configuration géographique que la nôtre. Et donc, la région Tyrol qui l'a reprise en charge et qui a institué un service cadencé à l'heure de 6 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Et là, en fait, l'augmentation en fait, de la fréquentation a été faramineuse. Voilà. Donc, on part de ce principe-là, on partira de ce principe-là pour dire qu'on a un atout pour développer effectivement cette navette cadencée entre Romans, Valence, Cré, Die et certaines prolongées sur Rennes pour un peu réactiver en fait, l'étoile de Rennes au service de 2022 quand les travaux seront terminés. Merci Bernard. Effectivement, on est rentré dans le volet animation, puisque pour aboutir à cette on a fait des consultations, des rendez-vous avec des collectivités âgées. Voilà, donc c'est vraiment le fruit d'un travail concerté et d'un rôle d'animation de grand volet. Pour poursuivre sur le volet accompagnement, donc voilà, j'ai laissé la parole à Ambre qui va nous témoigner sur le lancement des diagnostics, en tout cas pré-diagnostics puisqu'on était à cette étape-là, sur les 2 entreprises à Die en 2019. Et alors, en 2019, ont été lancés 2 plans de mobilité sur les entreprises Giants et Nateva. Donc, ça représente une centaine de salariés, avec, donc, dans le cadre d'une convention avec le DIWA. Et dans le cadre du pré-diagnostic, donc on a fait l'étude des déplacements théoriques des salariés
pour se rendre sur leur lieu de travail. Et dans ce cadre-là, en fait, on a constaté qu'il y avait un salarié sur 2 qui pourrait se déplacer autrement, et notamment en mode actif, ce qui est plutôt encourageant. Et puis, ils le déclaraient en plus, ils étaient prêts pour la moitié d'entre eux à faire autrement. Donc, il y avait un vrai potentiel. Et voilà pour les principaux chiffres. Et du coup, là, actuellement, on est dans la phase diagnostic avec savoir comment se déplacent exactement les salariés et élaboration d'un plan d'action avec les entreprises. Voilà. C'est dans le cadre de C'est ça. Donc la première phase finalement de pré-diagnostic, on travaille avec les ressources humaines de l'entreprise pour récupérer les données, de savoir où sont domiciliés les salariés et comment ils pourraient se rendre sur leur lieu de travail. Du coup, comment ça se passe? C'est la communauté de communes qui désigne les entreprises ou comment sont désignées les entreprises Là, dans le cas du DIWA, ça a été des entreprises on va dire, qui ont été signalées par la communauté de communes. Et après, nous, on les a contactés pour savoir s'ils étaient intéressés par le projet. Et vu que c'est les 2 plus gros employeurs en plus de la communauté de communes. Et après, donc, c'était parti, ils étaient d'accord. Et voilà. Ça veut dire que le portage au sein de l'entreprise est fait par la direction, pas par c'est ça. Si. Nateva, c'est la direction. Et Jaillance, c'est la responsable QHSE. Question environnementale et sécurité. Tu as une question, Chandia? Non. Après, ça, c'est vrai, pour nous, ça a été nouveau de découvrir que en fait, les plans de mobilité n'étaient pas financés par les entreprises parce qu'en fait, elles ont tout autre chose à faire que de traiter des questions de mobilité. Donc, il fallait trouver un moyen pour rentrer effectivement sur ce sujet auprès des entreprises. Et on a compris que c'était aux collectivités de forcer parce que finalement, les retombées, elles sont tout le territoire. Ça a impliqué des nouveaux aménagements, une nouvelle organisation, des discussions avec la région pour les visas de transport en commun. Donc, c'est vraiment une démarche qui concerne l'entreprise, mais qui va aussi profiter à l'intercommunalité. Voilà, donc je vous propose de poursuivre. Sur effectivement l'aspect formation, donc compte tenu du nombre restreint de participants, je n'ai pas pu avoir de témoignages, mais on a fait notamment une belle année en 2019 de formation, un beau cycle auprès du parc du Vercors, parc naturel du Vercors, où tous les salariés ont été formés. Et il est ressorti un peu ce nuage de mots quand on récupérait effectivement tous les témoignages. Voilà, une formation qui est associée à la fois de la théorie, de la pratique sur simulateur, mais aussi la possibilité de conduire sur le terrain et d'aborder les questions d'écomobilité et d'accompagnement au changement pendant cette formation. Et indépendamment effectivement de compétences nouvelles qui sont acquises par les stagiaires, il y a tout, comme vous pouvez le voir, la cohésion. Alors, on était en 2019, il n'y avait pas de masque, mais j'ai fait aussi la formation il y a 15 jours dans les monts du Lyonnais. Et effectivement, avec le masque, ça marche aussi très bien. C'est une formation où on accueille 8 stagiaires maximum par session. Donc, voilà, elle s'inscrit sans difficulté avec les nouvelles règles sanitaires. Voilà. Et donc, on a aussi un autre volet formation qui concerne la compétence référent mobilité. L'idée, c'était vraiment d'outiller en fait, les secrétariats de mairie, les secrétariats d'entreprise pour qu'ils aient en fait en tête quelle est la démarche d'éco-mobilité. Voilà, on devait la mettre en œuvre sur 2020 à partir du mois de mars, ça a été rendu compliqué. Mais là, l'issue, effectivement, pour le dernier trimestre, c'est d'adresser un courrier à défaut de pouvoir être en présentiel, qui s'adresse donc aux secrétariats de mairie, mais aussi aux entreprises, pour donner en fait toutes les informations et proposer un temps en visio pour répondre à des questions pratiques sur quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou est-ce que vous connaissez tels et tels outils pour vraiment avoir un échange. Donc, faire évoluer finalement la formation qu'on avait imaginée pour l'adapter au contexte. Donc, oui, bien sûr. Oui. Les alternatives de mobilité sur le territoire, c'est ça. Pardon,
c'est 2 points. Donc, il y a effectivement, voilà, il y a une formation éco-conduite pendant laquelle on a un module d'1h30 sur l'éco-mobilité, c'est-à-dire quelles sont toutes les solutions à m'apporter pour me déplacer autrement. Mais indépendamment, il y a une formation référent mobilité qui, justement, propose de donner tous les outils et tous les réflexes d'éco-mobilité. C'est vrai que ça fait beaucoup de écho dans la phrase. Ça va être du premier conseil de penser à adapter sa signature de bas de mail en indiquant quelle est la règle plus proche, à des outils plus concrets de est-ce que vous connaissez un calculateur d'itinéraire pour penser votre trajet, est-ce que vous avez déjà testé le covoiturage. Donc ça va vraiment être sur, voilà, sur des éléments concrets, mais on pourra voilà, travailler. On est organisme de formation, voilà. Après, on n'a pas fait les démarches Calliope, voilà, donc on va voir comment on est en capacité, nous, petites structures, de. C'est ça, exactement. Il y avait Jean. Alors oui, la formation éco-conduite, c'est une journée. Bienvenue. Du coup, tu trouveras une place. Alors oui, une journée pour la formation éco-conduite. Et l'atelier référent mobilité, c'est plutôt adapté maintenant sur de la visioconférence, sur des temps, de manière à pouvoir donner de l'information facilement, quitte à voir dans un deuxième temps pour des structures qui seraient plus motivées. On a un module d'une journée qui permet d'avoir des ateliers de pratique, aussi pour travailler sur l'accompagnement au changement. Pour la majorité des gens, il n'y a pas de problème pour la mobilité, en fait. C'est intégré dans mon budget, donc pour travailler sur quels sont les freins au changement. Alors du coup, il y a plusieurs tarifs, on est environ sur 200 € par participant, mais ça va dépendre si c'est pour la collectivité ou si c'est où la personne vient en privé. Donc voilà, jusqu'à présent, les formations qu'on a organisées ou qui étaient ouvertes à tous ont du mal à fonctionner parce qu'il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup de dates pour que les gens puissent s'organiser. Donc, on passe plutôt par les structures, par les collectivités. Voilà. Et donc là, après, quand on intervient tout seul, on est autour de 500 € s'il y a effectivement sur une session pleine. Mais il faudrait qu'on revoie ça compte tenu du nombre limité de participants. On pourra vous réaffiner les montants. Alors, je vous propose, oui, Elodie est en train d'arriver, sur effectivement donc les services, mais c'est vrai, enfin, c'est encore la slide d'après pour Elodie, je me suis trompée. Donc, le dernier volet, en fait, qui concerne donc, notre activité de service. Alors, vous vous rappelez, notre premier volet, c'est animation. Le deuxième, c'est accompagnement. Le troisième, c'est formation. Et celui-ci, c'est service. Donc, les services, en fait, on avait bénéficié en 2018 d'un financement qui nous avait permis d'acquérir des vélos. Donc, on avait 2 vélos à assistance électrique qu'on a toujours, qui nous ont permis de commencer, Nicolas en a parlé tout à l'heure, à mettre à disposition des vélos auprès des habitants du territoire pour les aider, en fait, à tester ce mode de déplacement. Donc, en 2019, on a eu 13 utilisateurs qui ont emprunté, donc on a ces 2 vélos qui les ont empruntés entre 7 et 21 jours. Ça a représenté à peu près 3000 km réalisés voilà, via ces vélos. On peut dire que ces 3000 km n'ont pas été faits en voiture. Et puis, 2 de ces loueurs sont passés donc, à l'achat. Et je voulais vous proposer le témoignage de Marilyn, si tu es d'accord, pour témoigner. Oui. Et c'est vrai que j'ai pu essayer un autre modèle aussi pendant le challenge mobilité. Oui. Et d'essayer 2 ou 3 modèles, moi, ça m'a aussi aidé à faire le choix. Donc en 2019, en effet, je me suis occupée, j'en ai acheté un, j'ai choisi de vélo Airstyle, qui est le même que nous propose, et que j'utilise quotidiennement. Moi, j'ai 3,5 km à faire pour aller en centre-ville de Cré. Mais du coup, c'est hyper agréable de remonter la côte et je trouve que c'est facilitant de prendre le vélo et même en cas de mauvais temps, quoi. Enfin, c'est quand même très. En effet, c'est vrai que cette phase de test m'a permis à de tester, de pouvoir choisir le modèle et d'être assez vite convaincue, alors qu'auparavant, j'en avais jamais essayé. Donc, ça a vraiment été déclencheur et ça m'a vraiment poussé à la chasse. J'ai une autre amie qui fait le test en ce moment, Alex, pour le coup, et qui est aussi très vite, elle, un modèle qui nous correspond.
alors du coup, on s'adresse, comme effectivement Marilyn le laisse entendre, à des habitants. Donc, on ne vient pas du tout en concurrence des vélocistes qui s'adressent au tourisme. Donc, on est sur un forfait de 15 € pour 15 jours. En sachant qu'on a aussi récupéré cette année, en mois de septembre, donc les vélos de la 3CPS. Et donc là, on a maintenu leur tarif, donc qui est de 20 € pour 15 jours. Et puis, voilà, on est vraiment, c'est une location symbolique, hein, ça fait un peu moins de 1 € par jour. Et on a, ces derniers temps, tous les jours un appel de témoignages de gens qui se questionnent sur leur mode de déplacement, qui veulent se séparer de leur deuxième voiture, qui voudraient bien acheter un vélo, mais c'est quand même un investissement. Et voilà, donc du coup, on peut… de vélos à des collecteurs. Alors, on a un vélo cargo aussi. Alors, c'est vrai que là, je n'en ai pas parlé. On a un vélo cargo en lien avec l'association Vélo Cargo Drôme. En fait, ils avaient une dizaine de vélos cargo à disposition d'ambassadeurs. Et du coup, Dromolib est ambassadeur aussi pour les faire essayer. Et puis, effectivement, ça répond à des besoins, mais vraiment très locaux parce que le vélo, il faut aller le chercher chez nous. Et on a effectivement une fiche, les gens l'empruntent et l'utilisent en autonomie pour éviter justement pour aller à la poste ou autre ou faire des livraisons. Donc voilà, l'usine vivante, par exemple, le torréfacteur l'utilise régulièrement pour faire ses livraisons. Et on s'est inscrit aussi dans le cadre de la FUB pour former des entreprises qui auraient acquis un vélo cargo pour former les salariés. Parce qu'effectivement, on ne sait pas faire de vélo cargo comme on pourrait penser, qu'on sait faire du vélo. Le centre de gravité n'est pas au même endroit, donc il y a besoin d'être accompagné sur les premiers essais. De solutions, tout à fait. Alors après, effectivement, un vélo, ça va être des sacoches, ça va être… Voilà, il y a tout un ensemble d'équipements qui vont faciliter la… Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si il vous reste des questions. Du coup, on arrive à la fin du rapport d'activité en pur, entre guillemets, en sachant que vous avez un exemplaire que j'ai imprimé à l'entrée, que vous avez pu recevoir par mail, le détail en fait, du rapport d'activité. Du coup, je vous propose de passer au vote. Alors, les membres actifs ont des petits cartons verts. Donc, du coup, ceux qui votent pour le rapport d'activité peuvent lever leur petit papier. OK. Ceux qui s'abstiennent, il n'y en a pas. Et ceux qui votent contre. Très bien. Donc, du coup, je vous note pour le confondu. Et je vous propose de… Oui, il y a une question. Non, j'ai cru qu'il y avait une question. Je vous propose de passer la parole à Aurore. Donc, du coup, pour nous parler du projet Réacteur, comme tu l'as déjà cité. Comme tu veux, pour qu'on t'entende mieux, peut-être que tu peux venir. Ouais. Alors, si tu veux, j'ai un masque pour si jamais on m'entend pas. Dites-moi si vous m'entendez mal, je vais essayer de faire l'effort. Donc voilà, on travaille je travaille avec Dromolib depuis janvier sur un projet de recherche, vous m'entendez ou pas? Qui est financé par l'ADEME et qui s'intéresse aux acteurs du changement sur les territoires. Et donc, on travaille sur la vallée de la Drôme et sur l'Ardèche du Sud, sur 2 territoires où il se passe un peu plein de choses. Pour documenter en fait l'ensemble des acteurs qui se saisissent de ces questions, essayer de comprendre qui ils sont, pourquoi ils agissent, comment ils agissent, qu'est-ce qui les freine dans leur action et qu'est-ce qui leur a permis au contraire de réussir des choses, pour d'une part arriver à agréger toutes ces connaissances et permettre de voir un peu plus clairement soit s'il y a des ressources et des freins en commun entre tous les acteurs ou si au contraire il y a des choses dont on pourrait s'inspirer d'une expérience parce que dans une autre, ça a été plus compliqué. Et puis aussi pour décrire ce qui se passe dans des territoires dits innovants et pouvoir inspirer en fait d'autres territoires qui ont envie de se saisir de cette question. Donc, dans le cadre de cette recherche, pour l'instant, on a déjà fait pas mal de choses. On travaille aussi avec l'ALEC de l'Ardèche, voilà, l'ALEC 07, et aussi le CLER, l'Institut Négawatt. Et on a travaillé pour l'instant sur la notion d'exemplarité, justement. Qu'est-ce qu'elle recouvre, qu'est-ce qu'elle veut dire,
comment c'est quelque chose de multidimensionnel et de multifacette. On est allé voir ce qui se faisait ailleurs, sur d'autres territoires. Et puis, on a essayé d'agréger un peu toutes ces connaissances. On est en train de les mettre en forme avec Morgane et avec Teresa de l'ALEC 07 pour pouvoir déjà les diffuser. Et puis, on va passer maintenant à une phase où je vais chercher à vous interroger pour comprendre justement toutes les personnes qui agissent dans ce champ-là, essayer de répertorier un peu tout ce qui est fait. Et du coup, voilà, je vais profiter aussi de ce moment pour me présenter. Et pour, voilà, j'enlève ma cagoule, comme ça, vous pouvez me reconnaître dans et voilà, je risque fortement de venir toquer à votre email ou à votre téléphone dans les prochains mois pour vous demander de me raconter, en fait, ce que vous faites, depuis quand, avec qui, ce que vous ferez dans le futur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que c'est assez nouveau en fait de travailler pour nous sur un projet de recherche, c'est ce qu'on appelle de la recherche-action. Donc nous on fait, ça marche ou ça marche pas à la fin, et c'est vrai que c'est vraiment un confort d'avoir des personnes dans ces métiers, des sociologues, anthropologues, d'aller dire en fait, pourquoi ça a marché là et comment en fait ce qui a marché ici pourrait marcher ailleurs ou pas. Du coup c'est vraiment pour nous un temps précieux. Alors du coup on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que ça fait vraiment un temps de pause, on n'est pas du tout dans les mêmes dans le même temps, dans le même tempo, mais je trouve que ça nous amène à prendre du recul, nous qui avons vraiment la tête dans le guidon au quotidien, sur la mise en œuvre en fait, des projets. Et donc nous, Dromolib, on interviendra donc, effectivement, comme on l'a dit, sur du partage en fait, du contact. Donc je vous préviendrai à l'avance s'il y aura choisi entre guillemets de vous interviewer. Mais aussi sur l'organisation, et on verra sous quelle forme, compte tenu du contexte, l'organisation d'un concours lycéen sur la thématique de mobilité, et aussi ce qu'on a l'habitude de faire, des rencontres écomobilité en lien avec aussi des territoires, des exemples en Ardèche, des acteurs ardéchois. Okay. La remise du travail est prévue pour fin 2022 ? Oui, c'est ça. Alors, le projet est financé jusqu'en mars 2022. Donc, ouais, après, il y a des livrables qui sont au fur et à mesure. Là, on est en train déjà de travailler sur une première diffusion sur cette notion d'exemplarité, justement, qui sera très certainement soit directement sur le site de Dromolib ou accessible depuis le site de Dromolib, en tout cas. Donc, ce sera déjà des premiers éléments pour montrer un peu voilà, sur quoi on travaille. Et puis après, oui, il y aura des livrables au fur et à mesure, mais le gros morceau, oui, ce ne sera pas avant fin 2022, en effet. Et ce qui est intéressant aussi, justement, c'est de voir cette période où beaucoup de choses changent. Le fait que Dromolib, en tant qu'agence de mobilité, est un modèle assez unique. Donc, c'est aussi intéressant de regarder quelle est cette spécificité. Est-ce que c'est réplicable sur d'autres territoires? Qu'est-ce que ça apporte, etc. Voilà. Et là aussi, on parlait de gouvernance en début de cette assemblée générale. On est plein de parties prenantes différentes, des acteurs associatifs, des collectivités, des chercheurs. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant à ce titre-là de croiser en fait, nos regards et nos missions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous propose d'avancer. Du coup, merci beaucoup. Du coup, pour donc la diapositive suivante, je vais passer la parole à Élodie qui va vous parler donc, des projets autopartage, vélo-partage, vélo-école. En termes de perspective de développement, aujourd'hui, il est en train de travailler sur le développement de l'expérimentation autopartage, de l'expérimentation vélo-partage et le développement de vélo-école. Donc, ce projet permet de développer grâce à des financements, notamment le FEDER, puisqu'une convention a été signée en 2018 entre Dromolib et la région qui permet de financer l'accompagnement à l'émergence de nouveaux services de mobilité aussi. Et ensuite, en septembre 2020, comme le disait Nicolas, Dromolib a signé une convention avec l'association Biovary qui finance donc ces 3 projets. Donc, tout d'abord, l'expérimentation autopartage. Alors, qu'est-ce que l'autopartage?
Donc, il y a plusieurs sortes, plusieurs formes d'autopartage. Et nous allons nous concentrer sur l'autopartage en groupe, c'est-à-dire mettre à disposition des véhicules qui seront réservés par des utilisateurs abonnés au service. Les utilisateurs peuvent être des habitants, des entreprises, des collectivités, peu importe, à partir du moment où ils sont abonnés au service. Ensuite, les utilisateurs réservent les véhicules en ligne et perçoivent les véhicules dans une station bien précise. Cette station, donc, ils perçoivent les véhicules en toute autonomie, c'est-à-dire avec un smartphone ou un badge vers le véhicule. Ensuite, ils effectuent le trajet et ils rapportent le véhicule à la station de départ. C'est ce qu'on appelle un service d'autopartage en groupe. On part d'un point A et on revient au second point. En 2019, Dromolib a réalisé une étude de faisabilité puisque les intercommunalités, donc la CCBD, la 3CPS, avaient déjà initié des réflexions sur l'autopartage. Et donc, Dromolib s'est positionné pour réaliser une étude de faisabilité pour savoir si c'était possible de mettre en place l'autopartage en vol de drone. Cette étude a été poursuivie en 2020 de façon à imaginer donc, un scénario d'expérimentation de l'autopartage. Ce scénario, donc, nous l'avons décrit dans la Convention territoire d'innovation de Vendée. Donc, tout d'abord, l'expérimentation autopartage. En quoi elle consiste pour Dromolib? Très clairement, il s'agit d'acheter 4 véhicules, ce sont des véhicules électriques, que nous mettrons à disposition donc, sur 2 stations pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, 2 stations vont pouvoir expérimenter l'autopartage, mais au bout de 2 ans, Dromolib va retirer les 4 véhicules pour les positionner sur 2 autres stations. Donc au final, sur le territoire, 4 stations, donc 4 lieux différents, auront pu expérimenter l'autopartage pendant 2 ans. Au bout de ces 4 années d'expérimentation, vous l'aurez compris, Dromolib va retirer ces véhicules. Et cette expérimentation ne pourra pas se faire sans commanditaire. Les territoires veulent bien installer donc ces stations d'autopartage. Et donc, c'est le commanditaire qui entrera réellement en jeu à ce moment-là, lorsque l'expérimentation sera terminée, puisque ce sera à lui de décider s'il veut pérenniser la station ou la fermer. Et donc, s'il souhaite pérenniser la station, le commanditaire devra acheter les véhicules et mettre à disposition les véhicules de sa flotte pour pouvoir assurer et poursuivre ce service d'autopartage sur le territoire. Pour en revenir à l'expérimentation, donc, comme je vous l'ai dit, Dromolib va acheter 4 véhicules, va proposer donc, aux commanditaires pour mener ces expérimentations. Dromolib va travailler directement avec une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'autopartage. Il y a plusieurs entreprises en France qui proposent des services d'autopartage et qui les gèrent très concrètement, qui proposent des plateformes en ligne, etc., pour que les utilisateurs puissent réserver en toute autonomie les véhicules. Et Dromolib assurera la relation avec cette entreprise-là. Et aussi, Dromolib se positionne en tant qu'animatrice du service sur le territoire. Il est nécessaire d'accompagner les utilisateurs dans ce type de service, donc de les informer, de les sensibiliser, mais aussi de les accompagner lors de la première utilisation d'un véhicule électrique, puisqu'il s'agira bien de véhicules électriques. Enfin, Dromolib va aussi animer un comité de suivi qui sera composé d'utilisateurs, du commanditaire et de toute structure intéressée pour faire en sorte que ce type de service puisse se développer sur le territoire. Donc le but, c'est vraiment d'évaluer pendant 2 ans sur cette station le service et faire en sorte qu'il puisse se pérenniser et qu'il soit viable par la suite, pour que le commanditaire soit vraiment rassuré et puisse nous proposer un service viable aux habitants. Viable économiquement sans aide des collectivités.
Parce que là, ça marche pas. Alors, la fiabilité économique, voilà. Quand la viabilité, c'est bien, c'est bien. Quand on parle de économique, je ne parle pas effectivement de fiabilité d'autonomie. En fait, le service ne sera pas autonome. C'est selon différents calculs et en ayant pu échanger avec d'autres personnes de service, ce type de service a toujours besoin d'une subvention. Effectivement. Mais l'objectif, c'est de bien préparer le savoir, de l'évaluer en fait pendant l'expérimentation, savoir quel montant devra débourser la communauté si elle veut pérenniser ça. Pour qu'il y ait une surprise. Juste un commentaire par rapport à ce qui est dit. Il n'y a pas en France de système viable sur l'autopartage. Ça n'existe pas. Donc, la réponse est non. Même à Paris, ça a changé. Donc, il y a forcément une participation quelque part d'une collectivité. Mais il ne faut pas confondre viable et autonomie. Du coup, c'est ce que disait. En fait, viable peut faire un peu intégrer les collectivités dedans. Ce sera pas autonome. Génial cette idée parce que l'idée d'incuber pour voir si à la fois ça prend sur le lieu en termes d'usagers et en termes de commanditaires. Vraiment, c'est comme de l'incubation de projet. Donc, après, je pense que le montage financier est beaucoup plus facile une fois que ça a été incubé que simplement en disant on va mettre une station là, on verra bien si elle marche. C'est vraiment super agréable. Ouais, je voudrais ajouter une petite chose en disant que ces services sont rentables. Dromolib est une association qui vise l'intérêt général. Donc, il y a l'aspect économique, mais il y a aussi une valeur ajoutée qui est autre. Il y a une valeur ajoutée qui est sociale, il y a une valeur ajoutée qui est diminution de la pollution, il y a une valeur ajoutée qui est fluidification du trafic. Aujourd'hui, tout ça, ce sont des externalités, c'est-à-dire que ça n'est pas reflété dans le prix. Mais si c'était le cas, on se rendrait compte en fin de compte que ce sont des services qui sont rentables. D'un point de vue de l'intérêt général, on est sur des services. Bravo. D'accord. Oui, c'est important. On avait échangé en CA effectivement sur cette notion et c'est important de bien l'avoir en argumentaire. Est-ce que vous envisagez que les véhicules puissent être des véhicules de propriétaires privés? Parce que je crois qu'il y a des sociétés d'autopartage qui utilisent des véhicules privés, qui les utilisent peu, plutôt que d'en acheter. Dans le cadre de l'expérimentation, on voit le moyen de mettre à disposition les véhicules de Dromolib. Mais effectivement, il y a différentes options qui sont étudiées durant cette expérimentation et en parallèle. Il y a effectivement des véhicules privés. On pourra aussi étudier la question des utilitaires. Voilà, le partage d'utilitaires entre entreprises. Oui, c'est ça. Donc effectivement, dès que le. Donc là, les premiers. Enfin, tu allais peut-être en parler des prochaines étapes. Oui, les prochaines étapes, pour nous, à échanger avec les intercommunalités, puisque pour l'instant, les trois intercommunalités, donc CCLD, on fait part de leur intérêt pour ce type de projet. La CCLD est très avancée dans ses réflexions. Et donc, on a prévu de présenter très concrètement cette expérimentation et d'échanger avec eux pour voir comment on pourra mettre en place ensemble ce projet-là. Voilà, avec rapidement après la mise en place, comme tu disais, d'un comité qui inclut des habitants et des usagers, toutes les personnes intéressées qui sont indispensables à la réussite du projet. Oui. Est-ce que dans le comité de suivi, vous avez aussi fait un suivi des usages? Pensez à demander à chaque fois pourquoi les gens ont utilisé. Oui. Oui, il y a bien un questionnaire, c'est ça, le questionnaire de pratique, en fait. Tout à fait, oui, c'est important pour qu'on puisse se suivre et ça fait aussi partie des indicateurs qu'on devra fournir dans le cadre du financement. Donc, oui. Ensuite, nous avons un projet d'expérimentation en vélo-partage. Donc là, il s'agit un petit peu de la même expérimentation que vélo-partage. On change de type de véhicule, on passe sur les vélos. Nous avons prévu de réaliser une étude de faisabilité en 2021 pour définir le nombre de stations qui pourraient être placées sur le territoire où elles doivent être placées. Donc, très souvent, on positionne des stations de vélo-partage dans les positions à côté de postes stratégiques, comme des gares, par exemple, ou des
champs, donc les entreprises, etc. Donc là, l'objectif, c'est de tester une fois de plus le service en boucle, donc c'est le même système pour l'autopartage, et de résoudre en fait la question du premier et du dernier kilomètre. Puisque lorsqu'on arrive dans le train, par exemple, à pied, voilà, il nous reste justement 2 kilomètres à parcourir. À pied, c'est un peu long, mais en vélo, c'est déjà beaucoup plus simple de s'imaginer de parcourir sans avoir recours à la voiture ou à une autre solution. Et enfin, donc le projet de vélo-école. Donc là, puisque nous favorisons les modes actifs, il nous est apparu important d'aider les habitants du territoire à utiliser le vélo, à se sentir plus à l'aise et aussi à être sensibilisés à tout ce qui concerne la sécurité à vélo. Donc, nous développons actuellement une vélo-école. Nous avons déjà mis en place des cours de remise en selle qui consistent donc qui sont adressés à des adultes qui savent déjà faire du vélo mais qui ne sont pas à l'aise et donc ils viennent prendre 1h30, 2 heures de cours chez nous pour se sentir plus conscient et aller dans la circulation avec leur vélo. Et ensuite, nous prévoyons donc de développer aussi une session de cours. Donc là, ce serait une dizaine de cours pour permettre à certaines personnes d'apprendre à faire du vélo. Des personnes qui ne savent pas du tout en faire, que ce soit des adultes ou des enfants. Et là, il est nécessaire d'avoir une session de 10 cours environ pour voir toutes les étapes. Donc, nous prévoyons de développer ça fin 2020, début 2021. Et enfin, nous prévoyons aussi donc, de donner des cours aux personnes qui ont fait du vélo classique, dit aussi musculaire, au vélo à assistance électrique, puisqu'il y a des petits changements à prendre en compte. On ne pense pas toujours, mais là aussi, puisque l'objectif c'est de se sentir en sécurité à vélo et à l'aise, une petite séance de 2 heures pour aider et permettre donc de favoriser toujours l'utilisation du vélo. Nous avons aussi pour objectif pour cette vélo-école donc qu'elle soit itinérante. Là pour l'instant nous sommes basés à la Polysie vivante à pied, mais nous prévoyons donc de faire en sorte qu'elle soit itinérante sur l'ensemble du territoire Val-de-Rhône pour être au plus proche des habitants et au plus proche des vélos. Voilà, c'est en lien effectivement avec, vous en aviez peut-être déjà entendu parler, le Dromobus, en fait, qui sera financé par l'autre convention avec l'association BioVallée, qui va permettre d'avoir une agence de mobilité qui se déplace et qui amène de l'information vers les territoires, mais qui amène aussi des services comme atelier réparation vélo ou vélo-école. Et bien sûr, il s'agit de le faire en partenariat avec des acteurs qui le font déjà, des acteurs associatifs, mais qui auraient besoin d'un coup de pouce pour avoir un hors les murs ou drainer davantage de bénévoles ou avoir une vitrine à l'extérieur. Donc là, notamment pour la vélo-école, on a travaillé en partenariat avec l'association vélo dans la ville, notamment pour disposer de vélos classiques pour les personnes qui ont besoin d'apprendre à faire du vélo. Alors là, pour l'instant, en fait, on rebondit, on va dire, sur la convention TIGA. Oui, c'est ça, TIGA, je me perds dans les noms. Et qui vise ce territoire, mais il n'y a pas vocation à… En fait, je vais demander un autre financement en lien avec l'Europe pour justement sortir et être bien à l'échelle de la Drôme, qui est dans notre ADN. Oui. Alors là, c'est Vallée de la Drôme d'Iwa. Voilà. Et puis vraiment, l'envie, c'est de voir comment c'est possible si ces acteurs manquent, enfin, s'il y a besoin d'aide en fonction en fait, de la configuration de l'écosystème existant, de dire, en fait, nous, on a eu la capacité d'aller trouver des financements et comment on peut ensemble vous en faire bénéficier pour toujours œuvrer dans le même sens, c'est-à-dire comment on favorise l'écomobilité. Oui. Quelle relation avez-vous avec les producteurs d'électricité d'origine renouvelable? Parce qu'actuellement, quand on roule électrique, en fait, on roule à 80% au nucléaire. Du coup, on souscrit à NRCOP et donc voilà, non, on a. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je veux dire, c'est présent dans votre esprit.
Pour éclairer ça, c'est effectivement sur le territoire d'innovation Bio-Vallée, il y a aussi un volet indépendance énergétique. En fait, ces questions-là, justement, d'approvisionnement en électricité, de comment on devient, d'ici à 2030, énergétiquement propre. Non, mais j'aime bien quand on parle d'Afrique. On est d'accord. Voilà, mais les deux sont articulés, hein, c'est clair mais c'est pas au même endroit. L'un, c'est la consommation, l'autre, c'est la production, c'est le problème. Voilà, donc il nous semblait important de vous en parler pendant cette assemblée générale, parce que ce sont enfin, voilà, on est en fin d'année, quasiment 2020, et c'était dommage quand même de ne pas partager ces points. Est-ce qu'il vous reste une dernière question éventuellement sur ce sujet avant de passer au rapport financier, en sachant qu'on reste à votre disposition, à votre écoute, s'il y avait d'autres questions plus tard. Donc pour le rapport financier, j'invite Nicolas. Alors, j'ai perdu la souris. Alors, elle est là. Ouais, c'est bon. Ah, oui, c'est là, d'accord. Comment on fait? On fait comme ça pour faire avancer. D'accord. Oui. Très bien. Ça marche. Ah, voilà. Alors, donc, en tant que trésorier de Gromolib, j'ai à présent vous présenter le rapport financier pour l'année 2019. Un rapport financier qui se compose de 4 parties. Je vais vous présenter tout d'abord le bilan, ensuite le compte de résultats, ensuite une étude géologique, et enfin. Vraiment une secousse. Vous allez voir, vous allez voir. Et enfin le prévisionnel. C'est bien, ça suscite l'attention. C'est un moment où c'est le genre de truc, des chiffres partout. Voyons si ça marche. Voici donc le bilan. Donc, pour mémoire, le bilan, c'est une photographie qu'on prend au 31 décembre de l'année en regardant quelles sont toutes les richesses dont on dispose, partie active, partie de gauche, et d'où viennent ces richesses, partie de droite, partie passive. Donc, au 31 décembre 2019, le bilan de Gromolib avait un total de 117 796 euros. Pour ce qui est de l'actif, réparti en un petit peu d'immobilisation, à hauteur de 1600 et plus euros, matériel régulaux, matériel vidéo, quelques créances que nous avons, donc, ce sont des montants qui vont nous être versés par les bénéficiaires. Des créances très importantes de la part de FEDER, donc des fonds européens. Juste pour information, tu peux nous dire si ceci a évolué? Non, mais j'espère que ça va vite évoluer. Effectivement, les fonds européens mettent du temps, enfin, les délais de versement, c'est très important. Et ce sont des sommes, comme vous dites, mais on a eu effectivement, on était encore en lien toutes les semaines et notre demande d'acompte a été traitée. Voilà, maintenant c'est dans les tuyaux et on espère avoir le versement rapidement puisque ce sont quand même 70 000 euros qu'on attend l'activité réalisée en 2019 et en fin d'année. D'où l'importance de ce qu'on vous avait dit, c'est-à-dire d'aller vers autant que possible une diversification et donc davantage, enfin moins de dépendance de ces fonds. Et enfin, la trésorerie, donc en l'occurrence, c'est un acompte fédéral 2018, versé en 2019, et ce qui nous a apporté 35 000 euros. Vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai parlé de la formation qu'on avait signée avec TIGA, avec Biovallée sur TIGA. Aujourd'hui, il faudrait rajouter à ce bilan les 40 000 euros. Côté passif à présent, donc d'où viennent les fonds? Eh bien, les fonds associatifs sont de 37 000 euros à peu près, dont 8 500 euros de France Active avec un droit de reprise. Ensuite, nous avons une dette financière. On a réussi en 2019 à obtenir de la part de France Active de la Caisse d'épargne un emprunt fonds de roulement de 60 000 euros qui nous a été très utile, notamment pour compenser ce retard de paiement des créances qui ont été de la part du FEDER. Quelques dettes fournisseurs à hauteur de 4 100 euros et d'autres dettes qui sont les salaires et l'URSSAF qui sont des dettes qui seront payées très rapidement. Voilà. Avez-vous des questions concernant le bilan? Oui. Et 30 et 30 000, 60 000, c'est un emprunt pour une année ou sur combien de temps? Alors, c'est sur 5 ans. Effectivement, c'est un emprunt FRIS, le nom est terminé à la continuité en réunion. Et donc, voilà, sur 5 ans, à 2%. À 2%. Avec un différé de remboursement. Avec un différé de remboursement pour France Active, mais pas pour la Caisse d'épargne. Et qu'on rembourse tous les mois pour l'un et tous les trimestres pour l'autre.
Et dans les 72 000 euros du FEDER, c'était théoriquement un apport pour l'année 2019 ou sur une opération sur plusieurs années? Sur plusieurs années, ça, Non, non. En fait, c'est un programme sur 3 ans, c'est de 2020. Et donc, il y a 1 an et demi à 2 ans de délai pour chaque. Oui, donc en fait, ce que vous présentez là, c'est ni un bilan ni un compte d'exploitation, mais un mélange des deux. Ah, si, c'est un bilan. Si. Alors, au 31 décembre 2019, nous avions une créance vis-à-vis du FEDER et C'est de l'argent qui vous doit. Au 31 décembre. Mais il est financé, on va l'avoir. Effectivement, au 31 décembre, on l'avait pas. Qu'est-ce qui fait confusion pour vous? Tu peux peut-être nous rappeler, Jean-Yann, chaque année, combien, dans la convention que nous avons avec le FEDER, grosso modo, combien nous verse le FEDER? Eh bien, en fait, là, on est sur 72 000 euros en 2019. Il y a un petit peu moins en 2018 parce que le programme avait commencé au mois de mai. Et il y a à peu près le même montant qui est attendu sur 2020. Mais voilà, c'est pour ça. Et effectivement, en fait, ce sont des acomptes qu'on demande. Si vous voulez, c'est qu'il y avait un chiffre. Et en fait, cette année, sur plusieurs années, Ah, d'accord. il aurait fallu amortir. Et Non. D'accord. D'autres questions? Alors, on peut passer au compte de résultats. Donc, le compte de résultats, donc, nous avons à gauche l'année 2019, à titre de comparaison en 2018, pour qu'on voit l'évolution. Et dans un instant, je vais faire un zoom sur la première ligne, c'est-à-dire sur les revenus. Et donc, de manière générale, les produits de fonctionnement en 2019 étaient de 95 000 euros contre 91 000 en 2018. La partie prestation, c'est intéressant, a évolué puisqu'on est passé en 2018 de 5 600 euros à 8 200 en 2019. Les charges de fonctionnement sont de 26 000 euros. Elles ont également évolué, elles ont également augmenté. C'est lié à l'activité, au déplacement, au loyer, à la formation interne. Les impôts et charges sont de 550 euros. Les charges de personnel sont passées de 56 000 à 64 000 euros. De la même manière, on est passé de. Enfin, il y a eu une évolution du nombre de salariés, mais j'y reviendrai dans un instant. Dotation aux amortissements, 600 euros, ce qui nous donne un résultat courant non financier de 2 000 euros contre 9 100 euros en 2018. Alors, je commenterai cette évolution dans la diapo précédente. Donc, nous avons un résultat financier qui est négatif de 385 euros. Donc, ça, ce sont les intérêts payés sur les dettes. Ce qui nous donne un résultat courant de 1 600 euros. Grâce à la vigilance de l'équipe, nous avons obtenu en 2019 un résultat exceptionnel de 5 100 euros, tout simplement parce qu'il y avait un trop perçu à la mutuelle prévoyance. Il a vraiment fallu batailler ferme, mais elles y sont arrivées et on a récupéré 4 000 euros. Donc, ça, c'est positif. Ce qui fait que nous avons un résultat de l'exercice qui est de 6 757 euros contre 10 162 euros en 2018. Ce que je vous propose, c'est de présenter la diapo suivante et ensuite on verra aux questions sur l'ensemble du compte de résultats. Donc, c'est simplement pour faire un zoom sur d'où viennent les recettes, si vous voulez. Donc, il y a les ressources associatives. Donc, les ressources associatives, ce sont les contributions que nous versent nos partenaires. Donc, elles sont détaillées ici. Il y a le FEDER qui, en 2019, a versé 67 505 euros. La communauté de communes du Royaume Vercors à hauteur de 2 500 euros. La commune du Diois à hauteur de 5 000 euros. Le challenge mobilité, qu'est-ce qu'il y a versé sur le challenge mobilité? C'est donc un marché avec Mon Univers qui a répondu auprès de la région. Enfin, voilà. C'est la région. Voilà. Et puis, il y a les adhésions. Donc, en 2019, c'était un peu moins de 2 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution, puisqu'on a quand même eu une évolution en un an de 64%. 46 adhérents, dont 45% de bénéficiaires, 28% d'actifs, 28% de soutien. Si tout va bien, l'année prochaine, quand on vous présentera le bilan, on aura un intitulé différent, puisqu'on a ce projet de création de collège. Concernant le chiffre d'affaires, donc les prestations vendues, elles
fais exprès de le dire à chaque fois. Donc, on en a largement parlé dans l'évocation des activités, formation, animation, prestation de services, animation d'entreprise, qui représente 15% du temps. C'est bien qu'on revienne à la diapo précédente pour faire un dernier commentaire, quand même, parce qu'on constate quand même que c'est que, in fine, on a un résultat de l'exercice qui diminue. Alors même qu'on a quand même un résultat exceptionnel de 4 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a consacré beaucoup d'énergie, de temps et donc d'argent, puisqu'il s'agit des salaires de l'équipe, à du développement interne. Il y a le BNA qui a été très important pour l'activité. Il y a eu la préparation du TIGA également, dont maintenant on va pouvoir se saisir des bénéfices. Et tout ça représenter du temps en interne et donc du temps moins disponible pour faire de la prestation. Mais ceci n'est bien sûr pas un régime de croisière, et je reviendrai dans un instant sur les projections, et vous verrez que là, on parviendra, on espère, à dégager des marges intéressantes pour la société. Avez-vous des questions sur le compte de résultat? Oui, une remarque. Chapeau, faire tout ce que vous faites avec 1,87 équivalent temps plein. Bravo. Bravo. L'équipe salariée vous remercie. C'est vrai qu'elle elle est très motivée et a envie de relever le défi. Je pense qu'on est aussi en fait conscient de l'importance d'être présent maintenant. Puis on va voir si cette énergie, on arrive effectivement à la partager avec une gouvernance qui évolue et qui permet d'être à la hauteur des besoins. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. En fait, c'est pas ça, mais c'est une magnifique diapo que vous avez préparée. Merci l'équipe. Finalement, on dit un peu en complément à ce que vous avez dit, parce que non seulement c'est une équipe qui est ramassée, mais en plus c'est une équipe qui a beaucoup bougé. Et ce que vous voyez apparaître là, c'est une évolution de l'équipe. Donc, Morgane, elle est là depuis le début. Donc, ça on parle 2019, pas depuis le début, mais en tout cas 2019. Depuis le début de la projet, depuis 2019. Et vous voyez qu'il y a eu pas mal de changements. Donc, il y a une personne qui a quitté, il y a une personne qui est arrivée et qui est partie, il y a une deuxième personne qui est arrivée et qui est partie, et puis il y a eu l'arrivée de Ambre, il y a eu l'arrivée de Élodie, et Marie est toujours là parmi nous. Donc, voilà, c'est une difficulté à gérer. La hauteur de chaque colonne indique le pourcentage de l'équipe aussi consacré. Moi, j'aime vraiment bien cette diapo parce que c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un tableau Excel qui était effectivement un peu moins lisible. Les couleurs, c'est bien. Vous savez, maintenant, on est sur les hauts plateaux. C'est ça, on est sur les hauts plateaux. Et donc, on sait que Morgane est là depuis le Jurassique. C'est ça. Voilà. Et pour terminer, possibilité quand même. Assez loin d'être le cas. Donc après, des temps personnels, en fait, des personnes qui ne peuvent soit pas rester sur le territoire, soit qui ont d'autres projets, soit qui trouvent que c'est très stressant. La gestion des fonds européens, savoir quand les sous vont arriver, c'est quand même c'est un peu stressant. Et puis voilà, il faut effectivement, c'est aussi la vie des deux structures, en fait, les aléas de la vie, mais c'est vrai d'être en capacité de se dire, on va se stabiliser un peu. Mais après, voilà, c'est chacun. Et moi, j'ai une question, mais c'est peut-être pas le moment, sur l'historique de Grenoble. Oui. Rapidement, mais ça m'intéresse. Alors, je propose qu'on termine le volet du rapport financier et après, comme ça, on passe au candidat administrateur et ça peut être On va terminer par le prévisionnel. Vous l'avez vu, il se passe des choses en 2020. Tu parlais de l'année du changement. C'est peut-être une année du changement d'échelle aussi, avec les nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que nos projections, donc ça c'est l'année 2020, l'année 2019, il y a les 3 années à venir, et qu'on a une évolution des produits d'exploitation qui est assez considérable. On imagine plus que doubler les produits d'exploitation. Il va y avoir des nouveaux services, il va y avoir l'autopartage, il va y avoir les vélos, il va y avoir les services existants qui vont être davantage développés, il va y avoir le dromobus. Donc on est
ambitieux et optimiste sur le développement non seulement du chiffre d'affaires, mais aussi de la rentabilité, de la stabilité financière de la structure. Puisque, comme vous le voyez sur la dernière ligne, on compte passer d'un résultat qui est de 7 000 € à plus de 17 000 en 2022. Ceci sont évidemment des projections, il faudra les adapter à la réalité et peut-être que ce sera plus, peut-être pas moins, mais en tout cas, on est enthousiaste sur Adromolib aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très bien. On a beaucoup travaillé sur la définition des charges de personnel. Effectivement, en train d'affiner les cofinancements et les demandes de financement voilà, sur les derniers trimestres. Donc, c'est effectivement la partie prévisionnelle qui sera la plus, j'en sais un peu plus réévaluée et adaptée au fur et à mesure. Peut-être qu'on y remettra lundi, ça aura déjà bougé. Avez-vous des questions concernant la présentation du rapport financier? Non. En ce cas-là, je vous propose. Non, vas-y. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour le rapport financier? Qui approuve le rapport financier? Merci. Qui s'abstient? Et qui est contre? Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, il nous reste 20 minutes. C'est bon, hein, bravo à chacun. Je vous propose alors, à l'occasion effectivement de l'élection des administrateurs, de faire un petit historique, en tout cas partagé avec ceux qui sont là depuis le début du projet. Il y a donc comment procéder. Donc j'avais fait 3 diapos, une sur les administrateurs sortants, une sur ceux qui renouvellent leur mandat et sur les nouvelles candidatures. Mais peut-être que quelqu'un voudrait intervenir pour faire un petit historique, comme il y a Stéphane, Jean-Jacques, qui est désolé de vous mobiliser. Stéphane? Super. Le démarrage du projet, en fait, c'est le projet Globally GPRA. Donc, c'est aussi un financement qui est par raison et qui est là pour que la chose soit une transition avec des objectifs. Ouais, 2014. Voilà. Donc, il y avait eu 3 sujets qui avaient été traités. Mais remettre la rivière Drôme propre, ça a marché. Derrière, il y avait le projet de développer tout ce qui est production bio. Et troisième projet, la rénovation énergétique avec le programme d'Aurélie. Et il y avait un 4e projet qui était un peu qui tournait, enfin, où il n'y avait pas vraiment de prise en main ou de portage de projet. Et puis, des déplacements dans la vallée, des déplacements du le démarrage du projet, moi qui suis porté sur le projet-là au démarrage, je le proposais aux collectivités. Et puis on jouait le jeu en disant oui, ça nous intéresse que ce projet démarre. Et après, il a fallu un portage du projet en lui-même. Ça, c'est la coopérative des Solstices qui a incubé le projet. Voilà, et une fois que le projet, il y a eu l'étude d'action, l'étude de faisabilité, tous les voyants étaient ouverts. Et c'est comme ça que les premières bases ont été proposées, avec tout de suite cette idée qui est aujourd'hui la question que vous avez soulevée, en fait, qui est à la place des collectivités. À la fois, c'est une commande quelque part des collectivités, mais à la fois, les collectivités ont du mal à trouver leur place. Aussi bien en termes de financement qu'en termes de la volonté y est, l'envie y est. C'était au démarrage. Ils avaient besoin de savoir que Drômolib passe ses preuves. Je pense qu'aujourd'hui, Drômolib a fait ses preuves et que leur place peuvent être assurées. Et c'est quand même, Stéphane, tu ne t'es pas présenté pour ceux qui ne te connaissent pas, mais c'est quand même toi le porteur initial du projet. Ah, je n'avais pas entendu. Ok. Bon, bah, alors je le redis comme ça s'il y avait des voilà. Et donc, nous avons parmi effectivement les administrateurs historiques, donc Jean-Philippe Sauzier et Raoul Bouteille, qui proposent de sortir du. J'ai oublié Stéphane Châtelain d'ailleurs sur cette diapo. Ouais, c'est pas grave, donc je la corrigerai. Qui ont fait, qui ont donné déjà beaucoup et qui trouvent que c'est le moment de passer la main.
Donc Sébastien Pierre, qui a été président de l'association, ne souhaite pas renouveler sa candidature parce qu'il est trop pris par ailleurs et par le développement de son activité notamment. Et Aurore Flippo, pour d'autres raisons, hein, par rapport, si tu veux, le fait d'avoir ta casquette de sociologue dans le projet Réacteur, fait que c'est déjà beaucoup et ça n'empêchera pas d'être très proche du projet de Dromoli, mais sans être dans le conseil d'administration. Donc voilà, je vous propose donc de passer à la liste des administrateurs donc, qui sont actuellement dans le CA et qui souhaitent renouveler en fait leur mandat. Donc il y a la candidature de Sarah Arsac, qui donc s'excuse en fait qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Donc je vais lire si je l'ai sous la main. Eh bien, je voulais juste vous lire le témoignage en fait qu'elle faisait. Non, je vais voir si je la retrouve après. Donc ensuite, il y avait la candidature d'Hervé. Je te laisse la parole si tu veux. Oui, non, moi, j'ai découvert donc la Dromoli parce qu'on fait un échange de sièges au conseil d'administration. Donc, pour expliquer ce qu'est le CEDER, sur le site Drôme et le Haut-Vaucluse, donc nous, partenaires de Téléma, on porte ce qui s'appelait, puisque ça va changer, mais l'espace info-énergie. Donc tout ce qui est information, énergie. Donc je pense qu'on est totalement complémentaires, parce que tout à l'heure je parlais des PCAET. On travaille tous sur les transitions. Et comme tu as dit, Nicolas, si on compte tout ce qui est transversal ou externalisé, on est largement en fait rentable. On va dire. Donc voilà. Et donc moi, je renouvelle mon mandat. Alors, Marie. Oui. Moi, j'ai aussi envie d'apporter un regard extérieur auprès de l'équipe et de venir en soutien de l'équipe. Je reviens sur le regard des administrateurs qui nous permettent un peu de sortir du cadre et de sortir la tête du guidon des fois quand on est trop dans l'habitude qui m'intéresse. En tout cas, merci. Nicolas. Eh bien, moi, je m'intéresse à la mobilité avec le prisme de l'économie circulaire. Il fut un temps, je travaillais pour l'association du Valais, d'un programme industriel territorial, une facette circulaire, et qu'on s'est rendu compte à cette occasion que dans la pyramide de Maslow qui permet de créer l'économie circulaire, il y a une brique absolument essentielle pour un territoire rural comme le nôtre, c'est celui de la mobilité. Et même plus largement, la mobilité des personnes d'une part, mais aussi le transport des marchandises. On y avait travaillé d'ailleurs. Et Dromoli est en plein sur ce sujet, c'est un sujet important. Et je pense aussi qu'on est un peu à l'orée d'une période, je l'espère, de développement très rapide, voire euphorique, de tout ce qui est mobilité douce. Je pense, je sais pas, on a pas mal parlé de vélo. Moi, j'imagine très bien que le vélo à assistance électrique dans notre vallée va exploser dans les années qui viennent. Et c'est un exemple parmi d'autres exemples. Et ce que je trouve très intéressant chez Dromoli, c'est que Dromoli, c'est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on tente des choses. On ne vous promet pas que tout ce qui est montré là réussira parfaitement, mais il y aura peut-être d'autres choses en plus. Il y a peut-être des choses qui vont développer beaucoup plus que ce qui est prévu. Et donc, je trouve génial. Merci beaucoup, Nicolas. Lucette Wilkens s'excuse, effectivement, ne pouvait pas être là. Elle a... Oh, pardon. Ok, alors vas-y. Donc, moi, je suis en tant que citoyenne et intéressée par les communautés. Et donc, ça fait un petit moment que c'est ça le théorie de ça. Et puis, bon, j'avais accepté. Et puis, là, le projet m'intéresse. Je change beaucoup au fil des années. Voilà. Merci beaucoup, Lucette. Autre chose que la retraite.
Et puis en tant que cycliste très pratiquante, ça amène aussi. C'est ça. Et puis Jean-Jacques. Moi, je renouvelle mon mandat parce que voilà, je suis dans une période de transition et de transmission de la direction de Solstice. Et qu'effectivement, l'histoire avec Dromolib, elle date du début, parce que j'ai rencontré Stéphane qui est venu dans Solstice et qui m'a parlé d'écomobilité à l'époque. Franchement, bon, je pratiquais un peu personnellement en prenant le train, etc. Mais ça n'avait pas de signification claire. Et tout de suite, j'ai senti que c'était quelque chose qui était intéressant, à la fois pour le territoire, mais aussi pour Solstice, en tant que structure. Depuis, donc, on a développé les formations de conduite. Aujourd'hui, moi, je renouvelle parce que j'ai envie vraiment d'un tuilage, j'ai envie de voir un peu quelle place je vais pouvoir prendre peut-être après, j'aurai un peu plus de temps, parce que je vais faire valoir certains droits à la retraite. Donc l'idée, c'est vraiment de porter ça et puis d'être un peu, que celle-ci soit une entreprise un peu pilote pour vous aider à aussi développer des services. Je pense que les entreprises sont vraiment un vecteur intéressant dans l'écomobilité parce qu'on a pris conscience que ça apporte quelque chose dans l'entreprise, ça fait une plus belle boulot pour les salariés. Bon, aujourd'hui, il y a la prime mobilité durable, qui est le forfait de mobilité durable. Voilà, nous, on s'y est penché dessus. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir embauché Stéphane, qui nous a aidé à structurer ce truc-là. Et effectivement, on a l'expérience de ça. On ne dit pas que ça marche comme ça, mais on a essayé. Voilà, on est en train de mettre en place ce service-là, donc de vous aider aussi au niveau, avec Dromolib de travailler là-dessus, pour que vous puissiez après accompagner les entreprises à mettre ça en place à l'intérieur. Donc, là, on a fait le diagnostic. Et ensuite, on voit comment on peut faire de la formation, puis après mettre en place des outils. Et voilà, il y a une logique là qu'il faut arriver à développer en termes de services et qui pourrait permettre justement de passer, ça c'est un petit peu l'endroit où je peux être aidant en ayant vraiment une place particulière au niveau du mouvement coopératif. C'est-à-dire que passer en cycle, ça veut dire devenir une société commerciale. Et qu'effectivement, c'est un pas qui pour le moment n'est pas possible à passer parce que l'activité est encore trop axée là-dessus. Donc il y aura sûrement. Enfin voilà, moi j'ai envie d'accompagner cette réflexion avec l'expérience que j'ai de ce que c'est qu'une coopérative et une société coopérative d'intérêt collectif. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et je propose de passer la parole à 4 nouvelles personnes qui souhaitent se porter candidat pour être administrateur. Donc, Jean-Pierre Brun, si tu veux bien te présenter voilà, et dire ce qui te motive à rejoindre le conseil d'administration de Dromolib. De créer 2 activités qui s'intéressaient à la question de l'énergie, un bureau d'études qui s'appelle ONE, une entreprise d'installation photovoltaïque qui s'appelle Énergie Transition, donc 2 activités que j'ai arrêtées, des activités il n'y a pas très longtemps en fait, on a entendu ensuite de sortir dans notre projet. Alors en ce moment, je suis sur une période de transition professionnelle. J'avais mes activités sur l'écosite là au début des années 2010, donc je me suis impliqué dans l'association de Vallée, qui était président du ministère de la Mobilité. Actuellement, je suis également impliqué dans la cycle WAP. Donc, on parlait un petit peu de logique, de lien avec la question de l'énergie renouvelable. Donc, WAP, notamment de produire de l'énergie renouvelable localement. La question de la mobilité, de l'écomobilité, ça m'intéresse depuis un certain temps, mais je n'ai jamais eu la possibilité, l'occasion vraiment de m'impliquer. Donc voilà, c'est pour ça que je profite un petit peu de cette situation, un petit peu de changement pour moi déjà pour avoir adhéré à Dromolib et puis me proposer pour participer aux travaux impliqués dans la mesure de mes moyens, de mes disponibilités, des conditions administratives. Je suis ravi. Je profite de le dire, d'avoir participé à cette rencontre de l'Assemblée générale. Ça m'a permis déjà de mieux cerner un petit peu son activité et puis un petit peu comment le groupe est composé. Voilà, merci. Merci à toi. Bernard aussi, je te passe la parole pour défendre ta candidature. C'est exprès. Ça va être facile. Oui. Ce volet ferroviaire, je pense, je suis impliqué dans le milieu associatif concernant justement
des usagers de transport depuis de nombreuses années. Certains ont évoqué effectivement le rôle qu'avait eu le BioVallée. Je veux dire aussi le côté de fréquentation que j'ai eu pendant très longtemps avec Didier Jouve, hein, je remets ça devant la scène, qui a été un des acteurs effectivement de la mobilité depuis le début des années 80. Hein, je pense à Kevin qui est à l'origine aussi de la mise en place de la fameuse navette ferroviaire entre 1998 et 2000, hein, avec 12 allers-retours par jour. Je pense que, le répéter, le côté ferroviaire aussi est assez important, disons, au niveau de la mobilité. Hein, c'est un projet collectif, sans répéter en fait par rapport à la route. Et je crois que dans ce territoire de BioVallée, avec toutes les initiatives sur les mobilités, je pense que ça peut être un atout pour développer tout ce qui concerne le transport collectif aussi. Et en même temps, comme l'a bien précisé Nicolas, aussi le côté marchandise, c'est un atout très, très important. Surtout quand on voit aussi le développement exponentiel en fait des transports de poids lourds sur l'axe. Merci. Et du coup, Maxime, pour Vélo dans la ville. Vélo dans la ville, c'est une association. On essaye de un peu jusqu'à c'est une association en fait, qui a vu le jour aussi il y a une quinzaine d'années maintenant et qui a beaucoup travaillé sur la vélo de rôle qui a remplacé un peu aussi le champ d'action. Et l'invitation de Morgane, qui a fait un vélo dans la ville, le diagnostic du vélo dans la vallée, des structures qui sont à faire, à améliorer. Et puis aussi, il y a beaucoup de passages aussi, par exemple, avec le véhicule tout à l'heure. Nous, on essaye aussi de faire des actions à ce niveau-là, auprès des lycéens. Donc, ça contribue aussi à la dynamique d'amener chez Dromolib un espace pour parler de toutes les transversalités entre acteurs, pour que ça facilite aussi, nous, au quotidien, en tant que salariés de la structure, le travail. Et puis, pour terminer, j'ai la candidature de Jean-Luc Bayetto qui s'excuse et ne pouvait pas être là. Donc, Jean-Luc Bayetto est représentant d'une association collective piéton d'Iwa et il souhaitait, à travers sa candidature, mettre en avant la mobilité piétonne pour les personnes valides et les personnes à mobilité réduite, où il précise dans un contexte qui ignore trop souvent ces problématiques. Et il souhaite participer à la transition énergétique par la promotion des mobilités douces et actives. Il a tout à fait sa place aussi dans le conseil d'administration. Du coup, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire un vote collectif sur l'ensemble de ces candidatures. Pardon. Ah oui, bien sûr, je l'avais en tête et je l'ai oublié. Merci. Oui, merci. Je commençais à voir 57, je me disais, mince. Bien sûr, il y a le temps pour, et l'espace pour du coup proposer si certains, pendant le temps de l'AG, on réfléchit, se sont dit, mais oui, en fait, c'est le moment pour moi. Ok, chouette. Eh bien, bienvenue. Du coup, Annie, je te laisse. Dédié à la mobilité de la CDD. Et c'est des choses qui m'intéressent énormément pour ma commune. Et vous également à Lyon, en charge des sports et de la jeunesse. Donc, je pense qu'il peut y avoir un lien quand même important à faire sur cette mobilité et mobilité à tous les niveaux. Aider à développer tout ça. Bien, et aussi être en train de tout ça. Très bien. Merci. L'année dernière, on m'avait dit que j'avais été un peu trop vite, donc je laisse le silence.
Voilà. Je ne reprendrai pas la parole tout de suite. Du coup, Nicolas, si ça va à tout le monde, ouais, je propose de faire un vote collectif si ça convient. Voilà, plutôt qu'un vote individuel sur chaque candidature. Ça va à tout le monde? Je vérifie. Du coup, je prendrai une photo des petits cartons verts. Je trouve que c'est joli pour pouvoir communiquer. Ah, bah, c'est peut-être parce que je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être non bénéficiaire. Oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Enfin, mais oui. Alors, c'est parce qu'il faut être membre actif, Josiane. C'est parce qu'il faut être membre actif quand on coche, mais c'est pas grave, ça changera pas le nombre de voix, mais tu pourras, voilà. Alors, qui vote pour? Ah, Jean-Jacques, on n'a pas eu non plus. Ah oui, il a dit. Du coup, je vous propose, on va bientôt du coup pouvoir vous libérer. Je vous propose de me dire qui vote pour, en fait. Ça sera l'occasion de... Parfait, merci à tous. Qui s'abstient et qui vote contre? Pardon, je vais y arriver. Personne, merci. Eh bien, je ne sais pas, je propose de clore en fait cette Assemblée générale 2019 en vous remerciant vraiment tous et chacun pour votre présence. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour s'exprimer parce que c'est encore le moment? Partager quelque chose? Oui. Les aspects stratégiques, il y a trois choses que j'ai retenues aujourd'hui. C'est intéressant de mesurer les externalités. En fait, même que ce soit au monastère du Saint-Croix ou peut-être les Mille-Farnades, dans une structure coopérative, on a du mal à mesurer notre utilité sociale. Je me demande quand est-ce qu'on va se pencher là-dessus. Enfin, comment parce qu'on ne peut pas les mesurer, les externalités. Alors, on va travailler dans le cadre d'un DLA avec une initiative sur ce sujet. Donc, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les marchandises, il y a un enjeu particulier. Donc, peut-être le temps à partir de ressources, c'est possible, mais je pense que c'est un axe vraiment qui est, ça y est, c'est là, quoi, le transport des marchandises. Et la dernière chose, c'est aujourd'hui, ça peut être évoqué, mais c'est la décentralisation de Dromolib. C'est-à-dire comment Dromolib pourrait être plus présent sur le Vercors, côté comment ces relais pourraient s'organiser pour que l'agence de mobilité Drôme soit moins bio-vallée. C'est marqué par son histoire, mais aujourd'hui, voilà, à Lyon, je pense que c'est un axe vraiment à. Voilà, voilà. Les moyens aussi. Les moyens aussi. Des relais. Hein. Tout à fait. Voilà. Merci. De ce que j'ai marqué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un autre témoignage que vous avez envie de partager? Oui. Le langage, il faut arrêter de dire TIGA. Ok. Territoire d'innovation. Eh bien, on m'a dit que c'était possible de dire TIGA. Oui, donc, je suis filmée. Ok. D'accord. Territoire d'innovation Bio-Vallée, ça me va. Très bien. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Voilà, vous pouvez boire si vous le souhaitez. Maintenant, fini avec Bio-Vallée, c'est juste en fait. Eh bien, non, on a loupé cette année. En fait. Ça peut être le moment de rattraper. Je n'étais pas présente en 2019.